Merci, merci Monsieur le maire de nous avoir facilité l'organisation de ce colloque de l'espace de réflexion éthique. Armand, c'est le combien? Le 11e colloque de l'espace de réflexion éthique. Le dernier pour moi. Vous savez peut-être que l'espace de réflexion éthique est un espace dont la vocation est d'ouvrir le champ de la réflexion éthique au plus grand nombre. Et en l'occurrence, une des missions de l'espace éthique, c'est d'organiser autant que possible des débats publics sur les grandes questions éthiques qui traversent nos sociétés dans le domaine de la santé. C'est la raison pour laquelle cette année, nous avons décidé de consacrer une partie de nos débats publics, pas tous, mais une bonne partie de nos débats publics, sur ces questions qui tournent autour de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, avec un triple objectif: parler avec objectivité de quelque chose qui est assez fantasmé. Donc ce sera d'ailleurs l'objet de la première table ronde, d'essayer de dire de quoi on parle, et de quoi il s'agit en réalité aujourd'hui. Essayer de trouver un juste milieu et de parler de ce juste milieu à trouver entre un impératif qui est celui de protéger des données qui appartiennent aux personnes et la nécessité de les partager pour améliorer la santé, pour améliorer les solidarités. Et puis un troisième objectif qui est celui de réfléchir à l'interface entre l'homme, la machine, la responsabilité partagée entre ces personnes d'un côté, et puis l'autonomie, la liberté des personnes de l'autre. Donc on va essayer de voir, en disant où nous en sommes, en se projetant un petit peu où nous pouvons aller, on va essayer de voir comment l'homme peut être un acteur de ces développements au service de l'homme, au service de la santé, au service des solidarités. C'est un des enjeux, de mon point de vue, majeur de l'intelligence artificielle. C'est un enjeu majeur si nous accompagnons ce développement technique, scientifique. Je fais partie de ceux qui considèrent que l'intelligence artificielle, toute intelligente qu'elle est un outil. Et donc un outil doit être au service de l'homme. Bien, je vais m'arrêter là. Je vous ai dit de façon très indirecte les trois tables rondes qui marqueront l'organisation de cette journée. Je vous rappelle qu'un des enjeux, c'est de débattre. Donc, ces tables rondes sont animées. Les animateurs ont pour mission de limiter, de faciliter les échanges entre les intervenants et surtout avec vous. Donc, je vais passer la parole à Monsieur le maire, que je remercie encore d'avoir facilité l'organisation de cette journée, et puis d'être toujours à l'écoute de ces questions sur lesquelles nous échangeons depuis maintenant des années. Puis ensuite, je passerai la parole à Axel Kahn. Axel, merci d'être un fidèle, finalement, de notre espace de réflexion éthique. Merci, et je le dis sans autre arrière-pensée que le contenu de mon propos, merci de votre amitié. Merci de votre intelligence au service de l'homme, parce que je pense que c'est vraiment de ça qu'il s'agit quand vous prenez la parole. La visée est toujours une visée du bien, et je trouve que c'est important que nous sachions vous remercier pour toute l'énergie, et j'ai pu mesurer encore hier soir que vous disposez de beaucoup d'énergie, toute l'énergie que vous mettez au service de ce que je pourrais appeler une forme de solidarité vis-à-vis des gens les plus vulnérables, et en l'occurrence des personnes malades ou susceptibles de l'être. Donc, Monsieur le maire, je vous laisse la parole et je vous remercie de peut-être sur un temps relativement court. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir ici ce matin. Et je veux bien sûr saluer particulièrement Monsieur le Président de la Ligue contre le cancer, le professeur Axel Kahn. C'est un véritable honneur pour nous que de vous accueillir ici à Besançon. Et en plus, je me fais une confidence qui me fait grand plaisir. Vous aimez bien Besançon. Alors, soyez doublement le bienvenu ici donc à Besançon. Je salue aussi le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, Monsieur le directeur de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, mais j'ai envie de dire, cher Régis Aubry, cher Régis, Madame la directrice du centre hospitalier universitaire qui est là, Mesdames, Messieurs les représentants et présidents, membres des comités départementaux de la Ligue contre le cancer, les professeurs, docteurs, futurs docteurs, Mesdames, Messieurs et chers amis.
Oui, effectivement, je suis très heureux et très honoré de vous accueillir ici à Besançon, dans ce bel endroit, au cœur de notre cité historique et protégée par les murailles de la citadelle de Vauban. Beaucoup parmi vous le savent, puisque beaucoup d'entre vous sont des Bisontins, Besançon est réputé depuis longtemps pour être un laboratoire, un lieu fécond en termes d'innovation sociale et d'initiative démocratique. L'orientation des travaux de Régis Aubry, qui font référence en matière d'éthique et de vieillissement, en sont une parfaite illustration. Je vais en profiter pour le remercier publiquement de son implication et de ses actions. Au sein du service qu'il dirige au CHU de Besançon, dans ses fonctions au Comité consultatif national d'éthique, dans les dynamiques partenariales qu'il crée avec l'établissement de gériatrie, dans la conduite de projets innovants liés à l'adaptation vieillissement. Nous en avons encore quelques-uns sous la main, nous en parlions il y a quelques instants, entre autres dans ce site prestigieux que sera demain l'ancien hôpital Saint-Jacques, et puis aussi dans l'animation de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, à l'initiative de ce colloque grand public qui s'ouvre donc aujourd'hui. Je tiens également à saluer sa grande implication dans le cadre du PGI, le pôle géontologique innovation Bourgogne-Franche-Comté, que je préside, à travers lequel nous nous appliquons à préparer notre territoire au vieillissement de notre population. Cette volonté que nous avons à Besançon et en Franche-Comté d'aborder les sujets différents de nos politiques publiques en nous attachant toujours à des dimensions humanistes, démocratiques et éthiques s'applique donc tout naturellement au domaine de la santé. L'idée de la démocratie sanitaire qui veille à associer les patients, les usagers, les citoyens aux politiques de santé, mais aussi aux pratiques médicales, nous est donc ici familière dans le cadre de notre attachement profond à la participation citoyenne. Si on garde à l'esprit que devant les questions d'emploi, d'éducation et de sécurité, c'est bien la santé qui est la première préoccupation des Françaises et des Français, on comprend donc mieux l'absolue nécessité d'impliquer tous les acteurs, y compris les non-professionnels, dans les réflexions que nous imposent les évolutions actuelles et à venir de notre système de santé. Et ces évolutions résultent tout à la fois de contraintes économiques, du vieillissement de la population, de l'apparition de nouvelles thérapies, de matériel au coût parfois extrêmement élevé et de nombreux autres facteurs. Je connais que trop bien ces contraintes en tant que même, mais aussi comme président du conseil de surveillance du CHU. Mais je sais qu'au fond, toutes ces évolutions représentent aussi de formidables opportunités. Elles nous conduisent à adapter et à améliorer nos pratiques en créant de nouveaux liens, de nouvelles collaborations qui s'avèrent bénéfiques lorsqu'elles s'inscrivent dans un processus d'écoute, d'équilibre et d'inclusion des acteurs et des territoires. Je vais citer, pour être court, pour répondre ainsi à la demande de Régis Aubry, deux exemples parlant dont nous sommes fiers de notre territoire et dont je suis fier, avec vous, j'en suis sûr. L'IRFC, l'Institut régional fédératif du cancer, unique en France, précisément par son caractère fédératif et qui permet, sur l'ensemble du territoire franc-comtois, de faire bénéficier aux patients de la même qualité de soins sans nécessairement se rendre au CHU pour consulter ou suivre un traitement anticancéreux. C'est un très grand progrès. Et un résultat équivalent, voire supérieur dans la qualité des soins, notre Institut régional fédératif a un coût de 10% de moins que la moyenne des cancéropôles français. Dans le même esprit, notre groupement hospitalier de territoire, à travers son projet médical partagé, permet non seulement d'optimiser les coûts de fonctionnement des différents établissements, mais également de maintenir des activités et des spécialités médicales dans des établissements de taille moyenne. Ainsi, alors que le plateau chirurgical de Dole était menacé de disparition, il y a un an, une convention intelligente a été initiée grâce au groupement hospitalier de territoire entre le CHRU de Besançon et le centre hospitalier de Dole. Et à la fin de cette année, le résultat, c'est que toutes les disciplines de chirurgie, y compris l'anesthésie, seront représentées en consultation avancée à Dole. Et toujours grâce à ce CHT, le centre hospitalier de Dole va pouvoir conserver son activité de chirurgie cancérologique. Les opportunités résident également dans les formidables progrès techniques qui sont en train de révolutionner des pans entiers de la médecine. Besançon, vous le savez, professeur, est labellisé French Tech, MedTech Bio. C'est une ville où s'invente en partie cette médecine du futur. Aujourd'hui, sur le site Thémis Santé, au CHU, à l'établissement français du sang, comme à l'ISIFC, école de génie biomédical, qui prochainement va trouver sa place aussi au sein de notre projet Bio-Innovation qui est installé là, au sein de Thémis Santé, à quelques pas de notre CHU. C'est ici, dans ces endroits que vont naître ces technologies majeures, ces avancées majeures,
que sont la thérapie cellulaire ou la biomécanique, en partie issue des possibilités offertes par l'essor du numérique et de l'intelligence artificielle. Et une des chances de Besançon, c'est que nous puissions avoir d'un côté ce pôle Thémis Santé et de l'autre côté ce pôle des microtechniques. Parce que ici, nous sommes les seules places en France où l'on peut relier les nanotechnologies, effectivement, avec des techniques de santé très avancées. Voilà donc ce que je veux vous dire. Ces projets, bien sûr, vont bouleverser les diagnostics, les traitements et les pronostics. Il nous faut donc envisager différemment la prise en charge des patients, c'est certainement ce dont vous allez parler aujourd'hui, car ne l'oublions pas, l'élément central, le bénéficiaire de toute politique de santé et de recherche médicale, c'est le patient, qui attend et qui a droit à la meilleure qualité de soins et de prise en charge. Quelles que soient les avancées techniques et technologiques, ça nous ne l'oublions jamais ici, l'humain ne doit pas être relégué au second plan. C'est pourquoi nous devons rester vigilants à toujours prendre en compte et développer les interactions que nous permettent la démocratie sanitaire. Donc merci à toutes et à tous de votre présence. Merci à l'Espace Éthique pour ce qu'il fait depuis déjà de nombreuses années. Merci aux organisateurs, merci aussi au service économique du Grand Besançon qui vous a donc bien accompagné. Je sais que ce colloque soit riche et fructueux. Donc bonne journée de travail à toutes et à tous. Et professeur, j'espère que vous aurez un tout petit peu de temps pour continuer à profiter un peu, quelques instants, de notre belle ville de Besançon. Je vous remercie. Je passe tout de suite la parole à Axel Kahn, qui va, je pense, essayer de trouver un lien entre la machine et l'homme, finalement, et nous faire profiter de sa réflexion de longue date sur ce sujet à la croisée de la technique et de la philosophie, en quelque sorte. Merci, Axel. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci beaucoup, très cher Régis Aubry. Il y a un péril pour les conférenciers, c'est de penser à une chute, à une conclusion, et le temps passant si vite, n'avoir point le temps de les présenter avant que le temps ne se soit écoulé. Donc, je vais commencer par la conclusion. Oui, l'intelligence artificielle, plus même que vous ne le pensez, est en train de bouleverser considérablement les sociétés humaines. Plus que tout ce qui les a bouleversés dans les millénaires passés, sans doute pour moi, plus que l'invention de l'écriture. C'est dans un monde très profondément différent du monde dans lequel nous avons vécu, nos enfants vivront. Très différent. Deuxième élément de conclusion, dans le domaine de la médecine, si l'on s'y prend bien, alors cela devrait permettre d'atteindre le meilleur des objectifs de tout temps de la médecine. Donc, une conclusion dérangeante, incertaine, une conclusion optimiste. Avant que de me lancer bille en tête, en quelque sorte, dans l'approche de l'apport des techniques dites d'intelligence artificielle à la médecine, puisque le sous-titre de ce colloque, c'est la machine et l'homme, je vais rentrer un peu dans le détail théorique en posant la question, la machine peut-elle penser? Et si oui, comment la machine peut-elle penser? Comment l'idée qu'une machine pouvait penser a-t-elle émergé? Cela a émergé à l'Université de Londres, alors qu'Alan Turing n'était encore qu'un étudiant, et dans un écrit, pour la première fois, il a posé cette question. La machine peut-elle penser? Et très rapidement ensuite, il a indiqué ce qu'était la structure logique d'une pensée, qu'elle soit humaine ou alors prise en compte par les machines, et conclut que quand on considérait ces spirales de Turing, la structure du développement de la pensée, on ne voyait nulle anomalie, nulle impossibilité
pour que la machine se l'approprie. En 1955, il a proposé le test fameux, le test de 1950, le test de Turing, en disant, voilà, le jour où la machine pourra penser et qu'elle sera d'un côté d'un rideau, de l'autre côté duquel il y aura un interlocuteur, l'interlocuteur engageant le dialogue avec elle ne pourra savoir s'il dialogue avec un humain ou une machine. 6 ans après ces prévisions de Turing, qui, vous le savez, entre-temps, a été l'un des contributeurs considérables à la victoire des Alliés contre la barbarie nazie, grâce à la compréhension, au fait qu'il a cassé les codes Enigma, d'abord de l'armée, puis de l'aviation, puis de la marine de l'Allemagne, et qui a eu une fin de vie difficile, condamné pour homosexualité. Nous nous transposons brutalement au cœur de l'été, dans le New Hampshire, en 1956, à Dartmouth. 2 jeunes hommes, nourris de la pensée d'Alan Turing, informaticiens, désirent reprendre là où Turing les a laissés sa pensée. Et ils convoquent, ce qui existe aux États-Unis, des écoles d'été, 3 jours, mois d'août. John McCarthy et Marvin Minsky, qui, bien jeunes, demandent pour gagner du poids, de la crédibilité, à 2 anciens dans le domaine, Claude Shannon, Nathaniel Rochester, de mobiliser la communauté. Et c'est là que les 2 jeunes hommes, en particulier, John McCarthy en particulier, propose pour la première fois le terme d'intelligence artificielle. Les premiers ordinateurs datent de l'après-guerre, et en 1956, ils sont encore poussifs, dirions-nous, à l'aune des appareillages incroyables qui ont été développés. Pourtant, le principe du langage binaire existe, le principe du numérique existe. Il est encore plus souvent à lampe qu'à transistor, mais enfin le transistor existe lui aussi. Et je vais vous résumer la pensée de John McCarthy. Qu'est-ce que c'est que la pensée humaine? Qu'est-ce que c'est que la pensée de John McCarthy? D'une certaine manière, l'on pourrait considérer que c'est la possibilité de projeter une représentation mentale, mais représentation évoque l'image, sur l'écran de l'esprit. Mais l'on savait déjà que les ordinateurs permettraient de coder, y compris les images. On n'en était qu'au balbutiement. Et alors, si l'ordinateur peut coder les images, il doit pouvoir coder l'image que représente la pensée projetée dans l'esprit. Les images se forment par agencement, recombinaison de constituants multiples, inscrits dans l'espèce, liés à la mémoire, aux événements. Mais cela, les ordinateurs doivent être capables de le faire aussi. Et donc, conclu au 3e jour de cette école d'été de Dartmouth, en 1956, John McCarthy, le jour où les machines arriveront à mimer ce que sont les types de fonctionnement du cerveau humain, on ne les connaissait guère encore. Alors oui, les machines pourront penser, même s'il s'agira d'une intelligence artificielle. Il faut très longtemps pour que commence à se réaliser vraiment cette prévision. Et ce qui se développe, dans les années 60, 70, etc., c'est une progression prodigieuse de l'appareillage numérique, de la miniaturisation des transistors, la loi de Moore, le nombre de transistors que l'on même met sur une puce doit doubler tous les 2 ans, et donc les capacités doivent doubler tous les 2 ans. Se développe alors ce que l'on appelle
l'intelligence artificielle, mais en réalité qui est d'une très grande bêtise. En tout cas, qui n'est pas de la bêtise, mais qui n'est qu'un concentré d'intelligence humaine. Jusqu'en 2010, ce que l'on appelle l'intelligence artificielle, c'est un concentré d'intelligence humaine. C'est le système par lequel des petites mains, souvent des pays en voie de développement, déversent nuit et jour des connaissances humaines, à la limite l'ensemble des connaissances humaines, dans des mémoires d'ordinateurs de plus en plus puissantes, mémoires d'ordinateurs qui sont prospectées par des procédés logiques, des algorithmes, de plus en plus ingénieux, de telle sorte que l'on arrive à détecter des relations plus rapidement que ne le ferait le cerveau humain. Mais il n'y a que de l'intelligence humaine là-dedans. Il n'y a aucune intelligence artificielle. Un bel exemple de cela, qui pourtant a été un coup de tonnerre, c'est la victoire du système du logiciel ordinateur Deep Blue d'IBM contre Garry Kasparov en 1990. Vous vous le rappelez pour les moins jeunes d'entre vous, ça a fait de l'effet. Deep Blue bat Garry Kasparov. Mais alors qu'on s'en est émerveillé, il ne faut pas s'en étonner. Car comment Deep Blue s'y est-il pris dans ce jeu où le hasard n'a aucune part? Eh bien, on a gavé Deep Blue des coups les meilleurs des plus grands maîtres des échecs. On a rentré des centaines et des centaines de parties. Ces données considérables du jeu d'échecs menés et joués par des humains ont été prospectés par des algorithmes extrêmement habiles. Et que voulez-vous que je vous dise? Une concentration des meilleurs joueurs d'échecs du monde ne pouvait qu'être plus fort qu'un joueur à un moment donné. Il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien de surprenant. Néanmoins, cette période des big data, cette période où ce que l'on appelle l'intelligence artificielle est réduite au big data, qui va s'achever, je vous l'ai dit, en 2010, commence à révolutionner le monde, considérablement. J'ai été, parmi mes métiers, président d'université, et tout l'effort auquel nous nous consacrions était d'augmenter les connaissances et les compétences. On en rendait compte, par exemple, à la disposition du public, dans d'immenses encyclopédies dans lesquelles les différentes entrées, les différents items étaient écrits par les meilleurs spécialistes du domaine. Personne n'était meilleur que ces spécialistes dans leur domaine. L'Encyclopædia Britannica, l'Encyclopédie universelle, l'Encyclopædia Universalis, etc. Et puis, à peu près au même moment, même période que Deep Blue, on s'est rendu compte que certes, personne n'était meilleur que ces spécialistes, mais que si, grâce aux possibilités des plateformes partagées du numérique, il était possible de mettre ensemble la compétence et la connaissance minuscules qu'il y avait dans des milliers, des dizaines de milliers, des millions de personnes, alors là, on pouvait avoir plus que dans le plus grand spécialiste. Et c'est Wikipédia. Et c'est la fin de l'Encyclopédie Universalis, c'est la fin de l'Encyclopædia Britannica, etc. De la même manière, on s'est rendu compte que même si personne n'était meilleur dans tel ou tel métier, grâce au partage de la petite compétence, du petit savoir-faire, eh ben, c'est le monde ubérisé, c'est le monde d'Airbnb, c'est le monde, etc., etc. Donc, cette pseudo-intelligence artificielle sotte, mais puissante, a commencé profondément de modifier le monde. Et puisque Régis Aubry a commencé de parler, je le ferai plus avant, du problème de la confidentialité, on s'est rendu compte que, et on n'est pas étonné, que les humains faisaient toujours la même chose et faisaient à peu près ce que faisaient leurs ancêtres en réalité. Et que par conséquent, s'il était possible, profitant de la connexion croissante de toutes les femmes et les hommes tout au long de la journée, de savoir comment des millions et des millions, des centaines de millions de personnes agissaient, eh bien, on saurait très bien la manière dont ils
agiraient dans le futur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse prospective, et c'est le business model de Google, qui vous propose, avant même que vous en ayez envie, ce dont vous allez avoir envie, alors que vous ne savez pas encore que vous allez en avoir envie. Ça, c'est le monde moderne, d'ores et déjà. Et puis, transformation considérable, que je vais expliquer un peu, mais que je vais illustrer par coup sur coup l'équivalent de Deep Blue, jeu d'échecs, pour le jeu de Go. En 2015, la société également liée à IBM, DeepMind, présente son logiciel au jeu de Go, qui est beaucoup plus compliqué que le jeu d'échecs, en ce que le nombre de positions envisageables est beaucoup plus important. Il y a, dit-on, autant plus de positions envisageables au jeu de Go qu'il n'y a d'atomes dans l'univers. Donc évidemment, aucune machine ne peut modéliser tous les coups possibles. C'est inimaginable. Le premier système s'appelle AlphaGo et il a été conçu comme Deep Blue, mais avec les possibilités nouvelles, naturellement, de l'informatique qui s'est prodigieusement développée. On a rentré les meilleurs coups, les meilleures stratégies, les meilleurs joueurs de Go du monde, et AlphaGo bat le grand maître coréen au jeu de Go. En 2016, la même société, DeepMind, présente Deep Blue Zero, qui lui n'a jamais joué au jeu de Go, cet appareil, jamais. Il a deux particularités. On a rentré le programme du jeu, il sait jouer, il connaît les règles, et on lui a rentré ce qui a été développé à partir de 2010, des programmes d'apprentissage profond, sur lesquels je vais revenir. On fait jouer AlphaGo Zero contre lui-même environ 4,3 millions de fois en 4 jours. Après chaque partie qu'une partie de lui joue contre l'autre partie de lui, il l'analyse, il en tire les conséquences, il améliore son niveau de jeu. Au 4e jour, il bat les meilleurs maîtres du monde. Et quand on demande aux meilleurs maîtres du monde, que pensez-vous de la manière, de la stratégie qui a été développée pour vous défaire, ils répondent, on n'y aurait pas pensé. C'est extrêmement original pour nous. D'ailleurs, cela va nous servir de modèle. Bouleversement de paradigme. Avant, des datas humains emmagasinés dans la machine, des algorithmes humains pour les prospecter, l'homme étant comme maître et possesseur de la machine, comme dirait Descartes, ou comme il aurait pu dire. Après, des données qui sont acquises par la machine tirées de son expérience, des stratégies d'utilisation de ces données, des algorithmes, qui sont développés au fur et à mesure par la machine, et la machine qui finit par être, dans ce domaine du jeu de Go, la maîtresse de l'homme. Il faut profondément se rendre compte de ce dont il s'agit. Il faut vraiment se rendre compte de ce qui se joue. Le principe du deep learning est celui qui avait été imaginé par le jeune John McCarthy et son copain Diane Minsky. Lorsque nous pensons, nous agissons à partir de la pensée, nous traitons l'information sur plusieurs couches. Par exemple, vous me voyez, et puis vous m'écoutez, l'image et le son sont décodés par les lobes occipitaux temporaux, mais évidemment, au départ, ça n'est qu'un signal. Ce signal renvoie à des connaissances, à des analyses préalables, sont traités par les systèmes préfrontaux, la cognition, et ce signal est en fait réalisé, il y a une déconvolution du signal sur toute une série de niveaux, ce qui est reproduit par la machine, où un signal est traité par un premier niveau de transistor qui lui-même l'envoie un deuxième sur des centaines de couches, avec des récurrences permanentes, de telle sorte que la machine qui observe des coïncidences telles que lorsque le phénomène A est observé, le phénomène B l'a été, dans différentes circonstances, ce qui en déduit que, sans doute,
A est la conséquence de B. Et il en tire les conclusions. L'apprentissage. Alors certains disent, mais ils ne pensent pas beaucoup, eux, mais il n'y a rien à voir entre cette méthode de pensée de la machine et la méthode de pensée d'un humain. Nous, on pense avec nos neurones, nos neuromédiateurs. La machine, elle pense avec ses transistors, c'est électronique. C'est vrai, le matériel n'est pas le même. Mais enfin, quand un petit enfant apprend, que se passe-t-il? Un maître commence à lui transmettre des connaissances. L'homme commence à transmettre une base de connaissances à la machine. À partir de ces connaissances, l'enfant fait son expérience. Il en tire des déductions. À partir des datas entrés initiaux, la machine fait ses expériences. Elle en tire les conséquences. Lorsque l'enfant traite dès lors des problèmes nouveaux, la base d'appréciation cesse d'être ce qui a été entré par le maître uniquement, mais est également les déductions qu'il en a tirées confrontées à ses expériences. La machine fait exactement pareil. Exactement pareil. Voyons maintenant, simplement pour donner une idée de ce qui se joue, d'un point de vue quantitatif, je ne vais pas vous assommer avec cela, ce que sont les principes, ce qu'est la puissance de la machine. Donc vous savez tous qu'aujourd'hui, le numérique est basé sur le transistor, qui sont des valves qui laissent ou qui ne laissent pas passer le courant, donnant un langage binaire, 0 ou 1, qui se lit comme un alphabet, de manière séquentielle. C'est ça. Mais très rapidement, évidemment. Tout d'abord, la densité du matériel qui permet cette lecture d'un message informatique. Les transistors sont rangés sur des cartons, des carrés de plastique en règle générale, de papier, tout ce que vous voulez, qu'on appelle des puces. En 2020, les puces qui viennent en vente ont 40 milliards de transistors sur des carrés d'1 centimètre par centimètre carré, 40 milliards. Si vous empilez une centaine de ces carrés sur 1 centimètre, donc tous les 0,1 mm, vous vous trouvez avec 4000 milliards de transistors par centimètre cube. Je le cite parce que dans le cerveau, il y a 10 000 milliards de synapses par centimètre cube, du même ordre d'idée. Les mathématiciens parmi vous pourront reprendre mes calculs. Lorsque vous avez 40 milliards de transistors sur un carré d'1 centimètre de côté, cela veut dire que la distance entre le centre de tous les cristaux de silicium, ce sont les transistors, est de 100 nanomètres. La loi de Moore dit que ce nombre de transistors double tous les 2 ans. Là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail. Dans 16 ans, la distance qui sépare les centres de cristaux de silicium, tout petit, de plus en plus petit, est inférieure à 7,5 nanomètres. Pour quelle raison avançais-je cette taille? C'est que, à partir de ce moment-là, ce ne sont plus les lois de la mécanique classique qui interviennent. Ce sont les lois de la mécanique quantique. Et ces lois, qui semblent étranges, sont profondément différentes. Un élément qui va vous indiquer en quoi le numérique quantique, qui arrive de toute façon, il arrive obligatoirement, en quoi il va encore bouleverser tout le domaine. C'est que le numérique basé sur les transistors, à toute vitesse, utilise ce langage binaire 0 ou 1. Et il n'y a que 2 possibilités, une porte peut être ouverte ou fermée, et un transistor peut être ouvert ou fermé, 0 ou 1. Dans le monde étrange de la mécanique quantique, entre 0 et 1, il y a une infinité de positions, chacune marquée par une probabilité simplement. C'est-à-dire que là où le numérique basé sur les transistors binaires agit séquentiellement, le numérique quantique fait tout à la fois, parallèlement. Cela veut dire qu'il a une puissance totalement incroyable pour gérer ce que l'on appelle la complexité. Je vais vous donner un exemple. Je suis un maître de maison et je veux essayer de mettre les convives que j'ai conviés par meilleure affinité les uns à côté des autres. Ils sont 10, je veux les répartir sur une table, une longue table,
Combien y a-t-il de possibilités de combinaison de ces 10 le long de la table? Il y en a de l'ordre de 2,3 ou 2,4 ou 4 millions, c'est comme ça, je n'ai pas repris les chiffres ce matin. Maintenant, ils sont 12. Il y en a 420 millions. Ils sont 14, alors n'en parlons pas. C'est très simple. Combien de combinaisons y a-t-il de convives autour d'une table? C'est très compliqué. Un ordinateur numérique séquentiel est incapable de faire ça au-delà d'un certain chiffre parce que ça prend trop longtemps. Il doit tester toutes les possibilités les unes après les autres. L'ordinateur quantique, lui, il fait tout. Et il le règle. Et en médecine, en biologie, en cancérologie, qui est le domaine même de la complexité, il sera d'un apport absolument considérable. Mais néanmoins, et j'y viens, il y a un domaine où il sera redoutable. C'est qu'aujourd'hui, les données sensibles, en particulier les données de santé, sont protégées par des clés dont l'utilisation, type la vieille clé Enigma, qu'a cassé Alan Turing, qui permettent de définir une discipline que l'on appelle la cryptologie. Et les clés cryptologiques de sécurité sont aujourd'hui très puissantes. Mais elles sont analogiques, si je puis m'exprimer de parler ainsi. Chacun sait, en tout cas parmi les spécialistes, qu'une clé de cryptologie analogique ne résistera pas plus de quelques secondes à une attaque quantique. C'est-à-dire que l'idée que pourra exister dans le futur une confidentialité et une vie privée est sans doute une idée illusoire. Sans doute. Et évidemment, c'est un problème extrêmement important. Vitesse de développement, aujourd'hui, les machines arrivent à faire 100 milliards d'opérations par seconde, et dans peu de temps, ça sera 1 milliard de milliards d'opérations par seconde. Et donc, ce que vous devez retenir, c'est que personne ne peut savoir jusqu'où ira la puissance de ce dispositif. La seule certitude, c'est qu'on ne peut pas le savoir parce que ça ira très loin. Extraordinairement loin. Cela étant dit, et cela va me servir de transition pour aborder le domaine de la médecine, cela étant dit, je continuerai de parler d'intelligence artificielle devant cette intelligence de machine, intelligence prodigieuse, tout à fait fabuleuse. Pour quelle raison? Là encore, je vais reprendre l'exercice qui se déroule entre vous et moi aujourd'hui, dans cette conférence. Je vous parle, j'utilise ma raison, ma mémoire, mais en vous regardant les unes et les autres, des amis. Des fois je souris, des fois il y a une activité, je trouve qu'une femme est belle, je ne suis pas insensible, voilà. La raison humaine est toujours connectée au sentiment, à la limite à la passion, à l'émotion. Il n'y a pas de raison humaine sans connexion à l'émotion. Le cerveau est au corps. Le corps est unique. Les mécanismes fondamentaux, les molécules biochimiques pour l'essentiel, les structures qui permettent à notre cerveau de fonctionner sont les mêmes que les structures de la peau, des organes sexuels. Nous sommes un corps humain qui a développé une différenciation particulière dans le cerveau humain. Et en permanence, mon cerveau est informé de mes émotions, de mes réactions, dans tous les domaines possibles et imaginables. Et mon corps réagit à mes pensées. Si j'ai des pensées coquines, vous voyez bien la manière dont mon corps va réagir. C'est un corps humain, profondément. De ce point de vue-là, ai-je pensé à un moment donné, n'ai-je point trouvé le domaine d'inexpuctabilité du fait humain dans ce monde des robots intelligents, qui est celui de la créativité artistique, puisqu'après tout, Picasso a annoncé
l'art n'est pas chaste, s'il est chaste, il n'est pas de l'art. Et Picasso, dans son art, a montré qu'en effet, il n'était pas chaste du tout. Or, la machine n'a pas de corps. La machine n'a pas de corps qui lui soit propre. On peut informer la machine de détails, de données du corps humain, mais c'est une pièce rapportée. Ça n'est pas l'expérience conjointe de sa pensée, de son corps dont elle est dépourvue. C'est un point qui va être totalement essentiel quand je vais en venir, dans un instant, au problème des conséquences pour la médecine. J'en étais aux conséquences pour le domaine de l'art. La machine n'ayant pas de corps est désespérément chaste. Il ne faut pas une machine très élaborée pour nous aider à jouir. En revanche, essayez donc de faire jouir une machine. Extrêmement compliqué. Alors, Eureka, nous avons trouvé, dans le domaine de la créativité artistique, nous sommes indépassables. C'est pas si évident que cela. Oui, c'est vrai, dans le domaine de la créativité artistique, nourrie par le feu de l'émotion et des passions. Ça, je ne vois pas comment la machine pourrait le faire. Mais maintenant, compte tenu de sa puissance, imaginez une machine qui, dans le domaine de la création picturale par exemple, réagence très rapidement des artefacts, des signaux de formes et de couleurs. On a instruit cette machine, là il faut qu'elle ait été instruite, des goûts humains, de tous les paramètres de la cote des œuvres d'art dans le marché de l'art, et elle sait tout de telle sorte que chaque fois que par hasard émerge un agencement qui correspond au goût humain, elle le retient. Et quand on en a retenu un certain nombre, elle les remet en compétition, et ainsi elle peut aboutir à une œuvre que, selon toute évidence, les humains trouveront incroyablement sensible, incroyablement belle. Déjà, oh, c'est pas normal ça, j'aurais dû fermer. Veuillez m'excuser. D'habitude je ferme, mais j'ai dû ouvrir mon truc. Voilà. Et s'il n'est pas possible de faire la différence entre, par conséquent, cette œuvre créée sans sensibilité avec la création, la vraie création artistique humaine, ne serons-nous pas à nouveau devant une difficulté? Pour ce qui est de la médecine, je dirais conviction, mais en réalité c'est beaucoup plus deux évidences que je devrais vous annoncer. La première, c'est que la médecine, comme le reste, va être bouleversée par l'intelligence artificielle, très profondément. La deuxième, c'est que, très rapidement, ces systèmes que j'ai dit vont prendre en charge l'essentiel de toute la partie diagnostic, pronostic, proposition de traitement, technique de la médecine. Aucun humain ne peut rivaliser avec une machine qui est déjà bourrée de toutes les connaissances médicales acquises au fil du temps et qui, de plus, apprend jour après jour de ses hésitations et éventuellement de ses erreurs. Évidemment aucune. Aujourd'hui, on a déjà fait la preuve. On a mis en compétition un collège d'une quinzaine des meilleurs dermatologues du monde avec une machine. La machine les écrase, lamentablement, quant à la véracité du diagnostic. Dans le domaine de la lecture des clichés d'imagerie médicale, la preuve est déjà faite. Dans un premier temps, avant que le deep learning n'ait été introduit dans les dispositifs, restait, et c'était un espoir des radiologues, restaient des faux positifs, des faux négatifs, où le bon sens, l'expérience humaine faisait la différence. Mais face à la machine qui apprend de ses erreurs,
cela ne perdurera pas et ne saurait évidemment perdurer. Personne n'imagine que l'on continuera à pouvoir gagner sa vie en lisant des lames histologiques d'anatomopathologie. C'est dommage parce que c'était, quand j'étais jeune, pour un jeune médecin qui n'avait pas beaucoup d'argent, la manière de s'installer et de gagner beaucoup d'argent sans en investir beaucoup. Il fallait un microscope, apprendre, et puis ensuite ça, c'était pas comme la radiologie, il faut même acheter le matériel. Eh bien, aujourd'hui, les systèmes d'analyse d'image seront évidemment supérieurs à n'importe quel anatomopathologiste, pathologiste, comme disent les Américains expérimentés. L'intelligence artificielle arrive même à bouleverser des champs très singuliers. En épidémiologie, d'abord, arriver, on le voit très bien quand on cherche dans le domaine du cancer des enfants, à élucider l'origine d'un cluster de cancer dans un endroit particulier, comme les enfants cancéreux de Sainte-Pazanne, en Loire-Atlantique. Combien les paramètres, les notions sont compliquées, et on ne pourra plus faire d'épidémiologie sans intelligence artificielle. Mais de manière décalée et indirecte, il y a autre chose qui est très intéressant et que l'on a déjà vu. Aujourd'hui, quand on a une épidémie de grippe, ou bien d'une maladie beaucoup plus grave, une arbovirose, Ebola, les gens sur le terrain, ils détectent la maladie, et puis les centres des grandes endémies, Atlanta et ailleurs, l'OMS, décrivent le résultat de l'épidémie. Mais on s'est rendu compte que dans une population qui est massivement connectée, les premiers signes de la maladie entraînent une modification des comportements. Pas directement liés à la détection du virus, mais simplement quand on n'est pas traque, eh ben, on ne vit pas de la même manière. Et que cet outil-là est sans doute le plus puissant pour suivre en temps réel le génie épidémiologique d'une maladie. Largement le plus puissant. Qu'en est-il maintenant des domaines d'intervention technique? Aujourd'hui, déjà, l'on utilise la chirurgie assistée par ordinateur. Cette chirurgie assistée par ordinateur remplace ou est un auxiliaire dans presque tous les CHU à Besançon comme ailleurs. Mais avec des systèmes apprenant et se perfectionnant, la plupart des interventions les plus classiques sont certainement amenables à une automatisation prise en charge par la machine. Et même la chirurgie devrait laisser une part décroissante aux chirurgiens. C'est une mauvaise nouvelle pour les radiologues qui pensaient pouvoir se concentrer sur ce que l'on appelle la radiologie interventionnelle, de plus en plus utilisée, mais il n'y a pas tellement de raison pour qu'elle ne soit pas, elle aussi, très rapidement, totalement automatisée. Dans le domaine de la recherche, les choses sont différentes. Dans le domaine de la recherche, nous restons avec l'apport de l'intelligence artificielle, jusqu'à preuve du contraire, mais je ne le sais pas aujourd'hui, comme un auxiliaire, notamment les possibilités du numérique quantique pour gérer la complexité qui est inhérente à certains processus biologiques sera un apport absolument essentiel, absolument considérable. Je vous ai dit, dans le domaine de la médecine, malgré tout, l'irruption de l'intelligence artificielle sera une bonne nouvelle qui permettra à la médecine de réaliser ses objectifs. En effet, quel est l'objectif de la médecine? Eh bien, c'est de soigner humainement les malades, leur donner toutes leurs chances. Dans le domaine de l'éthique, je ne sais pas si Régis Aubry a eu la même expérience, mais souvent j'ai été interpellé dans des conférences, j'en donne depuis tant de dizaines d'années, sur le caractère d'inhumanisation de la médecine.
le retrait, l'indifférence des médecins par rapport aux malades dans l'attente, qui était une interpellation tout à fait légitime et qui débouchait parfois sur une remise en cause de la légitimité de l'augmentation de la technicité de la médecine. Cela étant l'un des éléments aboutissants, l'énorme faveur dont jouissent les médecines douces qui restent plus humaines et qui évitent cette déshumanisation des personnes. À ces plaintes légitimes que je comprenais bien, j'avais l'habitude de répondre, vous savez, pour un médecin, la première exigence éthique de sa pratique, c'est de donner toutes ses chances de guérison aux malades. Le médecin le plus philosophe, le plus empathique, le plus sympathique, le plus chaleureux, qui se tromperait régulièrement de diagnostic et laisserait mourir ses malades, serait évidemment le pire des médecins. Donc on peut parler certainement de tout le reste quand, sur le plan pathologique, les chances qu'a le malade de rétablir sa santé et par conséquent de repartir sur le chemin de son autonomie sont respectées. Or, il n'y a pas de doute que de ce point de vue-là, la machine va le permettre de plus en plus. La médecine de demain, ça sera quelque chose comme ça, comme ce que je vais vous décrire, j'imagine. Le malade, il arrive, on commence par lui poser tout plein de questions, la machine, l'anamnèse, puis ensuite un système d'échographie, corps entier opère. L'échographie a ceci d'intéressant que c'est et de l'imagerie et également la résonance, les ultrasons permettent de palper la consistance des organes. Donc ça assure une imagerie corps entier, également une palpation des organes. Un robot prend quelques gouttes de sang, c'est des ALCA, on traite tout ça avec les examens de base. À l'arrivée, soit la machine dit, bon voilà, il y a 90 chances sur 100 qu'il y ait cette maladie, et voilà ce qu'il convient de faire, ou alors il y a encore une hésitation, faites tel examen complémentaire que la machine va prendre en compte par ailleurs. Et ma foi, si ça permet de parvenir au bon diagnostic, à la bonne proposition du traitement en fonction de l'intégration de l'histoire particulière, sociale, culturelle de la personne, ce que la machine est parfaitement capable de faire, qui s'en plaindrait? Et l'homme dans tout ça, et l'humain dans tout ça, et la part de l'humain, elle est indispensable. Parce que tous les humains, sans exception, savent qu'il existe deux parties presque à égalité d'importance dans l'exercice de la médecine. Premièrement, en effet, ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire cette partie dont l'objectif est de parvenir au meilleur diagnostic, à la meilleure thérapeutique, à la meilleure technicité, qui va de plus en plus être prise en charge par la machine. Et d'un autre côté, ce qui se joue de corps à corps, d'homme à homme. L'infériorité de la machine dans la manière d'être à la hauteur de cette exigence est qu'elle n'a pas de corps, alors que la médecine s'intéresse au corps. C'est une situation extraordinairement singulière. Si bien que, s'il s'agit de remplacer le médecin compréhensif, qui, au vu des examens, vient d'annoncer à cette jeune femme de 45 ans, 48 ans, que oui, c'est vrai, elle a un cancer du sein, avec toute la délicatesse nécessaire, il faut lui annoncer, et qui voit immédiatement le visage de cette femme se crisper. Il sait que la vision, l'univers de cette femme, qui comportait les vacances prochaines, qui comportait l'examen du gamin, qui comportait différents éléments, qui comportent la vie humaine, tout cela, d'un seul coup, s'est obscurci. Il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de perspective, il y a un avenir qui est incertain. Coup de tonnerre, ciel de bronze, figé. Et puis, quelques paroles, peut-être
à minima, un effleurement de 2 doigts de la main de la personne malade, tapotement sur la joue, un sourire compréhensif, empathique. Les traits de la femme se décrispent un peu. Le dialogue commence à s'engager. Mais avant l'annonce, lorsque la machine interrogeait le patient, c'est difficile de savoir ce qu'elle veut, cette machine-là. Et là, il y a vraiment besoin d'assister la personne. Lorsque la machine aura craché son diagnostic et ses préconisations, ces choses-là sont rudes sur le plan humain et il faut les expliquer, pas dans l'absolu, mais en fonction des particularités, de la réceptivité, de la subjectivité de la personne qui les entend, qui est directement concernée. Elle est désespérée, il faut prendre en compte ce désespoir. Elle est découragée, il faut la mobiliser afin qu'elle se batte pour ce qui la concerne au premier chef. Le traitement débute. Dans mon domaine, le domaine du cancer, il est terrible, il est long, il reste incertain. Il faut l'accompagner. L'accompagner au sens étymologique d'accompagner. Partager le pain avec, comme panérer. Mesdames et messieurs, on ne partage pas le pain avec une machine. On ne partage pas le pain avec une machine. En revanche, cela continuera de nous revenir. Par moments, il faudra aider à surmonter les phases considérables et puis faire face à toutes les éventualités. L'éventualité défavorable. Régis Aubry est un grand spécialiste de la fin de vie. Malheureusement, vous le savez, c'est des fois une option qui scelle l'histoire d'un cancer. La fin de vie, et nous partageons ce sentiment fort avec Régis Aubry, ne devrait jamais être considérée pour la personne comme une fin de vie, mais comme un épisode de la vie particulièrement important parce que c'est le dernier. Et donc, tout dans la gestion de la fin de vie n'est pas de préparer à la mort, mais de préparer, de permettre la vie la plus brillante et la plus satisfaisante qui est possible. Là encore, la machine va être un peu juste pour faire cela, par rapport à ses soignants, à cet entourage, etc., etc. C'est-à-dire, au total, que la nouvelle donne dans ce domaine, je vous ai dit, pourrait correspondre aux aspirations de tout temps de la médecine. Soigner mieux, plus humainement. Souvent, les médecins qui étaient accusés de conduite inhumaine, indifférente, se défendaient, et ils avaient quelques raisons de le faire, en disant « mais vous comprenez, l'exigence technicienne de mon approche est telle que je n'ai plus le temps de vous consacrer toute l'attention que certainement vous méritez. Cet alibi-là tombera. Et par conséquent, les médecins, les soignants, auront tout le temps nécessaire pour se consacrer à la dimension humaine, en partenariat avec ce que la machine apportera, afin de permettre à la personne de recouvrer la santé. Il y a des obstacles néanmoins qui restent à surmonter. Un premier obstacle, c'est au niveau de la pensée. Lorsque l'homme est confronté à une machine qui, dans un domaine particulier, fait beaucoup mieux que lui, l'homme a tendance à être intimidé par la capacité de la machine, par les compétences de la machine dans ce domaine-là, et à laisser la main. On ne va pas faire la course avec une voiture, c'est idiot. On ne va pas essayer de fabriquer autant de casseroles avec son enclume, son marteau, que la machine-outil n'en fait.
C'est idiot. Donc le danger considérable, qui n'est pas mince en réalité, que parfois nous voyons poindre dans ce tête-à-tête exclusif de nos adolescents avec l'écran, c'est que totalement enthousiasmés, mais également intimidés par le pouvoir de la machine à penser, les humains renoncent à penser par eux-mêmes. Et que, en dehors de l'intelligence artificielle, il n'y en ait plus guère. De cette intelligence humaine qui est cet entre-deux, ce dialogue permanent de l'émotion et du raisonnement et de la raison. Or, bien évidemment, seule une intelligence sensible, affective, au contraire presque démultipliée, permettra d'atteindre cet objectif favorable que je vois, c'est-à-dire une médecine disposant de ces méthodes de l'intelligence artificielle, atteignant enfin réellement tous ces objectifs. On le voit parfois, on fabrique des robots humanoïdes afin de remplacer des soignants aidants. Ça coûte si cher dans les EHPAD de recruter, de rémunérer le personnel nécessaire. Ça serait peut-être plus avantageux, pour ces vieux, ils ne valent pas tellement plus, d'avoir des robots, les Japonais en font. Ça, c'est un danger évidemment considérable. Car, comme je vous l'ai dit, on ne mange pas de pain avec un robot, même bien imité. Et tout est factice dans le robot. Tout est factice, en réalité. L'éthique comporte, d'une certaine manière, un rappel de situations passées, une référence à des grands auteurs, à des grands penseurs. Et d'une certaine façon, est-ce que l'intelligence artificielle peut trouver sa place dans le domaine de la réflexion éthique? La réponse est oui. L'intelligence artificielle est en train de révolutionner totalement le champ des humanités. Capable d'emmagasiner des quantités de textes absolument infinies, elle est capable de faire une analyse sémantique de ces textes qu'aucun humain ne pourra lire tous pour en proposer des items nouveaux. C'est déjà extraordinairement utilisé en littérature et dans tous les domaines des sciences humaines et sociales. Il n'empêche que ce qu'il y a de plus mystérieux, mais également de plus prometteur dans l'éthique, c'est ce qui n'est pas dit. C'est ce qu'est la capacité à réagir en se mettant à la place à des situations totalement inusitées. Le domaine de l'éthique est justement celui de l'incertitude et du dilemme, parce que la solution du dilemme présent n'a pas encore été apportée. Si d'un seul coup, on fige la solution des problèmes éthiques au rappel de tout ce qui a été fait, il s'agit d'un abandon absolument terrible. Je terminerai en quittant le champ de la médecine, mais encore, quand nous rétablissons la santé. C'est aussi pour permettre aux femmes et aux hommes d'être heureux. Et donc, c'est un moyen pour moi d'aborder la question de notre aspiration commune à toutes et à tous, qui est l'aspiration au bonheur. Qu'est-ce que nous partageons sinon l'aspiration au bonheur? Or, je me considère un peu comme un intellectuel, et certainement, il m'est arrivé, c'est vrai, ou il aurait pu m'arriver, c'est pas vrai dans l'exemple que je vais donner, d'être totalement émerveillé et de connaître un orgasme intellectuel, parce que d'un seul coup, je viens de comprendre le sens un peu obscur d'une phrase qui vient d'être traduite d'Épictète, ou alors de mon papa philosophe qui n'était pas beaucoup plus clair qu'Épictète. Et de fait, ça me réjouit. Mais si on me demandait de me remémorer les moments de bonheur dans ma vie, je vais vous faire une confidence. Mon corps, il est investi dans presque tous les épisodes. La bonne chair,
l'émotion de la beauté, l'émotion d'un acte amoureux, une passion. On est heureux aussi avec son corps. Si bien que ces machines prodigieuses, extraordinaires, dont on ne sait pas jusqu'où elles iront, ces machines-là, pour être heureux, ça pour le coup, elles ne vont pas nous être d'une très grande utilité. Elles ne vont pas nous être d'une très grande utilité. La question telle qu'elle se pose, et telle qu'elle se posera, est la suivante. Comment, dans ce monde étrange, décoiffant, énivrant ou inquiétant, peu importe, comment sera-t-il possible d'être heureux? Eh bien, la réponse est, ce sera possible si les humains s'en fixent l'objectif. Se fixent l'objectif de penser le bonheur. Il n'y a pas de bonheur humain sans penser. Dans un acte heureux, quel qu'il soit, culinaire, un château cheval noir ou cheval blanc, je ne me rappelle jamais, d'une bonne année. Il est noir ou blanc? Le Margot, voilà. Ou bien dans un acte amoureux particulièrement torride, l'acte lui-même est assez bref, il faut bien reconnaître. Ce qui est intéressant, c'est la pensée qu'on en a avant d'y arriver et le souvenir qu'on en garde. Et donc, tout ça, c'est la pensée humaine. Pas de bonheur sans pensée humaine. Et donc là, il y a besoin d'une mobilisation réelle, extrêmement importante. Ce monde est étrange, un monde sans vraiment de vie privée, un monde où il faudra essayer de savoir comment on peut vivre sans domaine de vie privée, où il y aura des machines qui, dans beaucoup de domaines, sont totalement indépassables sur le plan réellement de la cognition, et où il y aura aussi des femmes et des hommes qui aspireront à vivre heureux, et qui en réalité le peuvent. Puisqu'il me reste encore 3 ou 4 minutes, 2 points sur lesquels je ne me suis pas appesanti, celui de l'emploi et celui des études médicales. Je terminerai par les études médicales. Pour ce qui est de l'emploi, est-ce que cette intelligence artificielle va bouleverser l'emploi? La belle affaire, évidemment que oui. Ceux qui disent non ne croient pas ce qu'ils disent. Évidemment que oui. Pas forcément quantitativement, mais qualitativement. C'est-à-dire qu'une immense majorité du travail productif sera maintenant pris en charge par les machines. Dans ce monde qui se développe, inquiétant, inhumain ou inhumanisant par certains aspects, l'on voit bien que tous ces métiers du contact, de la présence, de l'accompagnement, pour les jeunes, pour l'école, pour les personnes âgées, ce sera de plus en plus important. La grande question ici est celui du modèle économique. Comment arrivera-t-on à imaginer un système économique dans lequel l'essentiel du travail productif créateur de richesses primaires ne sera plus pris en charge par l'humain et où les emplois tertiaires, les emplois d'accompagnement, eux, à l'inverse, seront effectivement en nombre croissant. Enfin, pour les études médicales, je vais vous dire, et ce sera ma dernière phrase, ce que seront les études médicales de demain. Il ne faut pas que les études médicales continuent d'être ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est absurde. Les médecins n'exerceront plus ce qu'on leur apprend aujourd'hui, dans 20 ans, pour l'essentiel. Il faut que les études médicales soient basées sur 3 types de savoirs. Le premier, c'est tout de même la physiologie et la médecine, parce qu'il faut connaître le schmilblick, quand même. Le deuxième, c'est comprendre en profondeur, un peu ce que je vous ai dit, ce qu'est l'intelligence artificielle, ce que sont ces logiques. Même malgré toutes les sécurités, voir quand ça bug, n'être pas pieds et mains liés devant le pouvoir de la machine. Et le troisième, c'est une extraordinaire amplitude de l'apprentissage et des compétences dans le domaine relationnel, le domaine de la psychologie, des sciences humaines et sociales, de l'affectif. Mesdames et messieurs, je suis à la fois un peu anxieux, mais également un tout petit peu jaloux quand je vois le monde que
connaîtront mes petits-enfants. En tout cas, il ne sera pas triste. Et il dépendra beaucoup d'eux. Merci. Merci, Axel Kahn, de cette magnifique réflexion qui donne espoir. Puisque nous avons un tout petit peu de temps, si vous avez encore un peu d'énergie, mais Moi, j'ai... oui. Si tu arrives à pomper toute mon énergie, mon cher Régis. Non, je suis très heureux de cette conférence qui ouvre des pistes. Je pensais, en t'écoutant, à une chose dont je voudrais qu'on discute. C'est-à-dire que, à mesure que l'intelligence artificielle se développe, à mesure que la médecine en bénéficie, nous contribuons à fabriquer un homme moderne. Nous fabriquons un homme qui peut guérir beaucoup plus facilement. Mais à mesure que tout ceci se développe, nous concourons aussi, et ça a longtemps été un impensé, à générer des nouvelles figures de la possibilité de vivre, cette fois avec, non pas une, mais plusieurs maladies synchrones, avec des situations de plus en plus singulières, ce qui est un peu le paradoxe. À mesure que l'on norme la façon de prendre en charge des personnes, on fabrique des situations à la fois complexes et singulières. Et du coup, le polymalade à qui on est en train de pouvoir permettre à vivre, ou peut-être à survivre, mais j'espère à vivre, est quelqu'un qui peut être souffrant moralement, posant la question du sens de son existence, interpellant la relation à autrui. Et ce que j'ai entendu dans ce que tu dis en particulier, c'est qu'une des conséquences du développement accompagné de cette intelligence artificielle, ça serait peut-être de remettre le soignant au cœur de ce que soigner veut dire, et de remettre peut-être l'homme au cœur de ce que vivre peut vouloir dire. La boucle que j'ai entendue dans ton discours, c'est que ce développement-là, si nous l'accompagnons, il peut nous amener, nous, à réfléchir au sens même de la vie. Il y a une dimension très spirituelle dans le discours qui vient de nous être donné, et je pense qu'il va falloir que nos systèmes et nos décideurs, on en parlait hier soir, si possible, accompagnent, si ce n'est anticipent. Je parle du mot d'anticipation parce que je crains beaucoup que notre incapacité à anticiper ce que l'on sait devoir advenir risque de mettre des gens sur le côté de la route. On le voit déjà, cette médecine moderne qui fabrique de l'altération de l'autonomie, de l'altération de l'indépendance, cette médecine et cette société qui n'accompagne pas ce qu'elle génère, contribuent à fabriquer de la souffrance, en quelque sorte. Eh bien, je pense qu'un enjeu majeur de notre société et de notre médecine de demain, c'est d'accompagner cette souffrance ou d'anticiper cette souffrance pour que la vie maintenue puisse être sensée, remplie de sens et heureuse, en quelque sorte. C'est comme ça que je comprends la vision positive, si j'ai bien compris, de ton propos, et je te remercie encore une fois de cette espèce de parabole qui permet en partant de l'histoire, tout de même, de penser le futur. C'est toute l'historiographie qui est interrogée, mais de penser aussi que ces approches techniques, scientifiques, doivent être faites pour l'homme, doivent être faites dans une visée des nouvelles formes de solidarité. Je dis cela parce que nous vivons une époque merveilleuse et une actualité encore plus merveilleuse qui est faite quand même de tensions assez fortes, me semble-t-il, tensions qui révèlent une forme de souffrance, souffrance qui révèle un questionnement de nature existentielle, et est-ce que nous ne pouvons pas, au-delà de ces constats sur les possibilités qu'offre la science, penser l'avenir de l'homme? Voilà, je te pose cette question, tu as donc 3 minutes pour y répondre. Très rapidement. Il y a une situation qui est paradoxale et qui m'amène à m'inscrire dans le questionnement, la perspective
que tu viens d'évoquer. Il y a différents scénarios où l'on voit que le plus brillant de la technologie, de la technicité, va en effet imposer à l'homme de s'approprier ce qu'il y a de plus spécifique, de plus irréductible dans son humanité. C'est très singulier, c'est un défi. Deux exemples. Un exemple, là encore, dans ma discipline, le cancer. Nous en discutions hier soir. Une des caractéristiques du traitement du cancer est que de plus en plus de malades sont guéris. Mais parmi ceux qui ne sont pas guéris, il y en a qui ne sont pas guéris, ne seront pas guéris, mais qui néanmoins auront à vivre très longtemps, 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui sait, avec un cancer. Et évidemment, si c'est 6 ans d'attente de la mort inéluctable, il vaut mieux pas. À quoi bon? Et par conséquent, cette possibilité, cette irruption d'une partie de la thérapeutique des cancers, qui, quand elle ne peut pas aboutir à la guérison, aboutit à la chronicisation, pose de manière extrêmement vive la question du sens de la vie. D'autant plus qu'elle est ramassée. Mais il faut la justifier. Elle a entraîné des efforts considérables, des sommes considérables. Il faut la justifier. Ça, c'est un point. Le deuxième, c'est une sorte de parabole que souvent j'évoque, mais là, ça n'est pas mon sujet, qui est celle du cyborg. Souvent, on met en garde contre l'invasion, le remplacement de l'humain de l'homme par la technique. Les transhumanistes, mais c'est un autre sujet, une autre conférence, les transhumanistes ont cela au centre de leur idéologie. Et j'évoque le cas d'un soldat français par exemple, il y en a malheureusement qui sont morts. Imaginons que, après l'accident d'hélicoptère tragique, l'un de nos soldats ait été trouvé au sol, encore vivant, mais malheureusement très très gravement blessé, avec un traumatisme thoracique et cardiaque, les 4 membres déchiquetés, les yeux brûlés. La technique, quoi qu'on soit au cœur du Mali, a fait des progrès. On arrive très rapidement, par des moyens très rapides, à le maintenir en vie. Il est dans un grand hôpital, il est sous cœur-poumon artificiel en survie. Et puis la technique s'étant développée, on lui greffe 4 membres artificiels, mus par la pensée, dont les mains sont extrêmement agiles, lui permettant de récupérer l'agilité qu'il avait avec ses mains originelles. À la place des yeux brûlés, l'on met des dispositifs photosensibles qui véhiculent un signal vers le lobe occipital qui le traite et il revoit réellement. Le cœur a été traumatisé derrière la cage thoracique. Il doit être remplacé. On met un cœur artificiel, mais bien robuste, qui fonctionne bien. Et il va. C'est un cyborg, naturellement, dans le sens propre. Mais peu importe, qu'est-ce que c'est? C'est surtout un humain. C'est surtout un humain qui est capable d'aimer, de vouloir, de désirer, haïr, d'avoir des projets. Il est 1000 fois plus humain que ne l'était l'homme tronc, aveugle, en survie artificielle, sous cœur-poumon artificiel. Et donc, il ne faut pas imaginer, car ce serait une défaite de la pensée, ce serait une pensée légère, insignifiante. Il ne faut pas penser que systématiquement, le degré d'artificialisation en arrive à nier l'humain. Parfois, au contraire, c'est la condition pour le permettre, pour lui permettre de s'exprimer encore. Merci beaucoup pour cette remarque. On a le temps d'une question ou deux. Alors, si on a le temps d'une question ou deux, j'en profite pour en poser encore personnellement une à l'ancien président de l'université, parce que tu as terminé, à juste titre, à mon avis, sur la question de la formation, qui est censée anticiper ce qui va advenir et préparer les futurs professionnels de la santé, puisqu'on parle ici de la santé, mais le champ est beaucoup plus large. Tu as le sentiment que ce qui se prépare nous prépare
à cet avenir que l'on sait devoir être demain. J'insiste beaucoup sur quelque chose qui m'est cher, je crois que nous en avons déjà parlé, sur la réintégration des humanités dans le champ de l'apprentissage de ce que soigner veut dire, la réintégration ou l'intégration de l'interprofessionnalité au même moment où les gens vont devoir apprendre à travailler ensemble, l'intégration dans l'enseignement de ce que parler et entrer en relation pourrait vouloir dire, tout en étant d'accord avec ce que tu disais, le socle théorique, technique à acquérir. Comment cela est-il possible? Et j'avoue, je suis un peu critique, mais j'avoue que je ne vois pas vraiment que dans ce qui se prépare et qu'on appelle pourtant une réforme de l'enseignement, je ne vois pas vraiment ce qui nous permet de penser que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Alors, je me fais pardonner par mes confrères qui sont ici ce que je vais dire en leur rappelant que je suis demain un grand médecin devant l'Éternel. Voilà. Cela étant dit, je dois reconnaître que globalement le corps des médecins est l'un des plus conservateurs qui soit. Des fois réactionnaire, mais en tout cas conservateur. Je fais partie de la commission Attali qui a transposé le système LMD, licence, master, doctorat, dans l'enseignement, et dans la commission Attali, j'étais le seul médecin. Et moi, j'ai dit, bon, ben voilà, il faut le transposer, et il faut également l'appliquer aux études de médecine, de telle sorte qu'il y ait une licence en santé, commune pour l'odontologie, la maïeutique, la kinésithérapie, la médecine, dans la troisième année de licence, une orientation progressive, et puis une séparation au niveau du master, et ensuite une spécialisation au niveau du doctorat. Et c'est dans le rapport Attali. Les doyens des facultés de médecine sont montés au rideau. Et on commence à y venir 20 ans après, timidement. Timidement, extrêmement timidement. Mais on commence à y venir un peu. La réforme, elle implique cela. De la même manière, pour ce qui est des humanités, évidemment, c'est incroyablement long. C'est incroyablement critiquable. Pourtant, on y vient. Quand je m'exprime devant mes collègues doyens de médecine, et cette conférence sur l'avenir de la médecine à l'heure de l'intelligence artificielle, je la fais partout dans le monde. Donc, j'en suis l'un des spécialistes. Je dois dire que je ne rencontre plus l'hostilité générale des professeurs des centres hospitaliers universitaires, même des doyens des facultés de médecine. Donc, je suis un peu moins désespéré que toi. Merci. Je suis satisfait de ces réponses qui n'en sont pas. Hein. Armand, toi qui es le maître d'œuvre, je profite de te passer le micro pour te remercier pour l'organisation de ce colloque, ainsi qu'Isabelle Loison. Vous êtes à tous deux les vrais organisateurs de ce colloque. Je te laisse du coup te débrouiller maintenant pour la suite. Il nous reste quand même 2 ou 3 minutes s'il y a des questions quand même dans la salle, éventuellement. On a les micros qui sont par là. Donc, merci bien sûr aux intervenants. Je pense qu'il y a un domaine aussi qu'il faudrait que l'on enseigne à l'université de médecine, c'est l'apprentissage à l'étonnement. La machine va nous donner la certitude. Maintenant, il faut que le médecin oublie et ne donne pas tout de suite la solution. Oublie que lui, il n'a pas la certitude, mais qu'il s'étonne. Et c'est peut-être la première chose qu'il oublie d'emmagasiner dans sa tête des tas de choses qu'il trouvera ailleurs, dans des encyclopédies, etc., sur Internet, peu importe, mais qu'il apprenne à se questionner et qu'il apprenne à écouter la question qui lui est posée. Donc ça, c'est un enseignement qu'on ne fait pas vraiment. Je souhaiterais avoir l'avis d'Axel Kahn sur cette question. Très cher président Jean-François Bosset, je ne parlerai pas d'étonnement. Je suis tout à fait d'accord avec votre questionnement, mais je ne parlerai pas d'étonnement. Je parlerai d'humilité dans l'effort pour intégrer une donnée robuste, dans l'immense majorité des cas incroyablement robuste, dans l'indécidabilité d'une réalité humaine. Il n'y a pas à calquer directement. Et donc,
il doit y avoir cette sorte de distanciation, de retenue. Certes, j'ai cette donnée, mais cette donnée est l'un des éléments uniquement de cette réalité incroyablement plus complexe que ce à quoi mène cette donnée de cette personne malade. Ça, oui. Oui, Axel Kahn nous a défini la machine quantique comme une machine avec une incroyable capacité à gérer la complexité. En fait, il est quantique lui-même parce qu'il a une incroyable capacité à nous expliquer la complexité. Simplement, il n'a pas du tout abordé dans ses perspectives machine et médecine, il n'a pas du tout abordé des domaines qu'il connaît bien, qui sont les domaines de la procréation et de la génétique. C'est un peu médical et c'est largement, ça déborde largement le domaine de la médecine. Comment il voit effectivement l'implication de la machine en procréation et en génétique? En génétique, la pratique de la génétique est déjà indissociable de la machine. Comment voulez-vous transformer, avec toutes les incertitudes, la séquence d'un génome en préconisation, en observation, en données, sans la machine? Vous êtes totalement incapable. Quand vous avez sous les yeux un petit cahier avec 3 milliards de répétitions ACGT dans différentes répartitions, évidemment, ça vous dit que dalle. Et c'est la machine qui vous dit, voilà ce que l'on peut en tirer. Maintenant, le domaine de la procréation telle qu'elle va avancer, s'il s'agit uniquement des techniques, oui, pourquoi pas, mais dans certains cas, la machine ne fera pas, et ça c'est un problème majeur aussi, parce que je ne l'ai pas dit, ça allait de soi, mais ça va mieux en le disant. Ce dont j'ai parlé, c'est pour les pays développés. Et il n'empêche que la médecine telle qu'elle devra être pratiquée, si jamais il y avait un médecin entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, en réalité, pour avoir parcouru la piste plusieurs fois, il n'y a ni médecin ni infirmier entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, il n'empêche que, évidemment, ce n'est pas cette médecine-là. Donc, je sais raison garder, bien entendu. Pour ce qui est de la procréation médicalement assistée, je ne parlerai pas vraiment des gestes techniques, mais plus de l'avancée. Et là, on est au niveau de la recherche. Quels sont les grands défis, les grandes perspectives? Une des plus troublantes est celle qui consiste à transformer n'importe quelle cellule de la peau ou la lymphocyte en progénitrice, cellule induite progénitrice, à commander à cette cellule induite progénitrice de se transformer en gamète. Et grâce à cela, à partir de la peau d'une femme, faire des femmes, et à partir de la peau d'un homme, être capable de faire des hommes ou des femmes, même quand ils sont eux-mêmes dépourvus de gonades. Voilà, ça c'est l'une des perspectives que la recherche montre. Or, il y a encore des obstacles, des difficultés. Et si jamais la réflexion éthique nous indiquait qu'il n'y a pas totalement de raison de s'interdire d'y aller, et même si la raison éthique nous dit qu'il y a des raisons de ne pas y aller, de toute façon on dira, alors la machine pourra indiquer éventuellement quels moyens pour surmonter des obstacles qui sont liés à l'empreinte parentale, etc., etc. Voilà quelques évocations sur l'utilisation de ces méthodes en dehors de la pratique, on va dire, classique de la procréation médicalement assistée. Une dernière question. Bonjour, je rebondis sur la question de l'AMP. Est-ce que, comme la machine n'a pas de corps et donc elle ne connecte pas avec la pensée, elle peut fournir quand même un corps, on va dire un utérus artificiel, pour la procréation médicalement assistée? Le problème de l'utérus artificiel, ça n'est pas impossible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en est encore loin, comme vous savez. On en est encore loin, puisque on n'a pas encore réussi à réanimer des crevettes nées à moins de 22 semaines depuis la date des dernières règles.
crevette de 250 grammes et que l'on est incapable encore de cultiver des embryons à partir de la blastulation après 10-15 jours. Donc vous voyez, entre un demi-mois et plus de 4 mois, il y a une période où on ne sait pas du tout en réalité, les animaux ou chez les humains, les animaux non humains et les animaux humains, on ne sait pas du tout se passer de l'utérus d'une femelle ou d'une femme. Cela étant dit, le problème alors est-ce que l'intelligence artificielle pourra aider? Oui, elle pourra aider. Là, on est typiquement dans le contexte où il y a beaucoup de difficultés, de problèmes, il y a énormément de paramètres qui sont d'ordre hormonaux, humoraux, régulation extraordinairement fine. Et on voit bien que n'importe quel dispositif qui peut gérer la complexité peut aider à trouver des solutions. Ce qui est intéressant aujourd'hui, où on en est très loin, dans l'optique de l'utérus artificiel, c'est de savoir s'il constituerait une menace ou une chance pour les femmes. Je n'ai pas le temps d'en parler, ce serait un autre sujet, mais c'est un sujet, une question extrêmement passionnante. Merci beaucoup.